Cher Sylvie Goulard, cher professeur Bofinger, cher professeur Capitan, cher public à la maison Heinrich Heine, présent ici dans la salle Alfred Crosser et devant les écrans. Bienvenue à notre table ronde organisée en collaboration avec l'association Réalité et Relations internationales, ARI, et le site Boulevard Extérieur. Le thème de ce soir tourne autour de la question suivante: quel équilibre économique et financier pour l'Union européenne après la pandémie? À l'occasion de la pandémie de la Covid-19, l'Union européenne a soudainement découvert certains aspects négatifs de la mondialisation, comme la désindustrialisation et sa forte vulnérabilité en matière de principes actifs pour les médicaments, de produits semi-finis ou de semi-conducteurs. L'Allemagne, de son côté, a pris conscience du fait que sa prospérité économique était, pour une part notable, tributaire de celle de ses partenaires européens et qu'une trop grande intransigeance en matière budgétaire en Europe pouvait, in fine, aller à l'encontre de ses intérêts. Cette prise de conscience a été un élément déterminant pour l'adoption en juillet 2021, après de difficiles tractations, du plan de relance européen de 750 milliards d'euros qui acte le principe d'un endettement commun, chose encore impensable quelques mois auparavant, et bénéficie essentiellement aux pays du sud de l'Europe. Les effets économiques de la pandémie s'estompant, une question fondamentale se pose. Faut-il revenir aux règles contraignantes du pacte de stabilité assoupli pendant la crise sanitaire, ou est-il temps, comme le souhaite Emmanuel Macron, de bâtir un nouveau modèle européen de croissance basé sur un modèle de production, mais également de solidarité et de régulation avec des règles budgétaires et financières adaptées pour permettre les investissements? Cette problématique constitue depuis de nombreuses années une pierre d'achoppement dans les relations franco-allemandes. La présence dans la nouvelle coalition allemande d'un ministre libéral des Finances, M. Lindner, qui se veut le garant de l'orthodoxie budgétaire en Allemagne et en Europe, laisse craindre de sévères affrontements sur la question. De notre côté, toutefois, on note l'émergence en Allemagne d'une nouvelle génération d'économistes moins dogmatiques que leurs prédécesseurs et dont l'avis pourrait peser sur les décisions gouvernementales. Enfin, on notera qu'aux Pays-Bas, jusque-là porte-drapeau du clan des frugaux dans le débat européen, la composition de la nouvelle coalition au pouvoir pourrait faire entrevoir un assouplissement de la position néerlandaise. Dans ce contexte, l'Union européenne pourra-t-elle trouver un nouvel équilibre financier et budgétaire? Comment pourrait-il s'articuler? Pour aborder cette thématique complexe et d'autres questions, nous sommes heureux que deux éminents spécialistes qui, en dépit d'un agenda très chargé, ont accepté notre invitation. Tout d'abord, Madame Sylvie Goulard, familière de notre maison et que je remercie de sa fidélité. Sylvie Goulard est seconde sous-gouverneure de la Banque de France, après avoir été diplomate, députée européenne et ministre. Elle est l'une des rares personnes dans le monde politique en France à connaître de façon approfondie l'Allemagne et de parler couramment l'allemand et d'autres langues, mais l'allemand en particulier. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir M. Peter Bofinger, professeur senior d'économie politique, de monnaie et de relations économiques internationales à l'Université de Würzburg. De 2004 à 2019, M. Bofinger a été l'un des 5 membres du Conseil d'experts chargé de conseiller le gouvernement fédéral sur les questions économiques. C'est le Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ce conseil remet tous les ans un rapport d'expertise économique très attendu au gouvernement allemand. Un grand merci enfin à David Capitan, professeur de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien président de l'Université franco-allemande et président de l'association ARI avec laquelle nous organisons la soirée. Et il est aussi membre de notre conseil d'administration. Un grand plaisir
de vous avoir ici dans la salle et je lui passe la parole. Merci beaucoup, Madame la Directrice, chère Christiane, de l'organisation de cette conférence de ce soir dans la série de conférences consacrées à l'Europe que depuis plusieurs années maintenant, ensemble avec Harry, nous organisons grâce à votre hospitalité dans cette belle maison. Et nous avons alors un sujet évidemment d'une grande actualité aujourd'hui avec la question des déséquilibres ou des équilibres qui sont à trouver en Europe après la pandémie. Les questions économiques sont au cœur de la construction européenne. Depuis le plan Monnet, chacun sait qu'on a décidé de construire l'Europe à partir des questions économiques, à travers la construction d'un grand marché commun qui a peut-être fait ressortir aussi au fil des années les différences des économies de nos pays et par conséquent fait apparaître quelques déséquilibres. Alors, nous avons été de crise en crise et c'est naturel, c'est la vie des sociétés, c'est la vie des économies, mais la pandémie que nous venons de traverser, évidemment, eh bien, nous donne un moment particulier pour observer ce qui s'est passé. L'ensemble de nos pays a été frappé de manière coordonnée ou en tout cas de manière au même moment par par cette crise et nous avons réagi de manière coordonnée, non seulement au plan sanitaire, avec les achats de vaccins notamment, mais aussi au plan économique, avec des réactions de plusieurs institutions. La Banque centrale européenne est intervenue très largement en développant ses achats de titres publics pour réagir aux dettes nationales. Et puis, l'Union européenne elle-même s'est endettée, vous l'avez rappelé, pour mettre en place un plan qui permette de soutenir les économies. Donc une intervention monétaire qui s'était déjà développée au fil des années et puis, ce qui est peut-être plus nouveau, une intervention à travers cet endettement commun et des dépenses directement décidées par les organes politiques de l'Union. Tout cela a permis de congeler en quelque sorte les économies de l'Union européenne pendant la période de la crise ou de les noyer sous un flux de liquidités pour éviter des conséquences trop importantes. Et puis aujourd'hui, et au moment où nous parlons, eh bien, c'est la période de dégel, de reflux, et la question se pose évidemment de savoir d'abord comment on va réagir aux problèmes qui sont liés directement à cette crise, la question de la dette notamment, quels sont les instruments dont on dispose. Est-ce que ce sont toujours les anciens instruments ou est-ce que cette crise a permis la mise en place de nouveaux instruments pour réagir? Et puis enfin, dans quel état sommes-nous face à des questions plus structurelles, de plus long terme? Comment allons-nous aborder la digitalisation de la société, le vieillissement de la société, les questions qui sont liées aussi au verdissement de nos pratiques. Ce sont des questions évidemment extrêmement importantes et à cet égard, et c'est là que nous en arrivons peut-être au thème plus précis, quels sont les équilibres et les déséquilibres qui peuvent se créer au sein de l'Union. Nous voulons avancer ensemble, mais pour avancer ensemble, évidemment, il faut tenir compte de la position particulière de chacun des États membres et des équilibres et des déséquilibres qui se manifestent. Alors, ce sont un peu les thèmes autour desquels nous allons tourner grâce aux deux éminents spécialistes qui ont été fort bien présentés par Christiane Duyssen tout à l'heure. Et alors, je me tournerai peut-être d'abord vers Sylvie Goulard, qui pourra peut-être, entre autres choses, nous expliquer un peu quels sont les outils monétaires dont on dispose, comment ils ont été utilisés, ce qu'ils peuvent encore faire, est-ce qu'ils sont épuisés, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, elle doit évidemment respecter le devoir de réserve important qu'un vice-président, on appelle ça un sous-gouverneur de la Banque centrale française, doit respecter toujours, mais enfin, c'est aussi une bonne connaisseuse de ces questions et notre public de non-spécialistes a beaucoup à apprendre en l'entendant. Merci beaucoup, David. Merci, Christiane, qui était ma prof d'allemand. Donc, si j'ai appris un peu l'allemand, c'était aussi grâce à elle. Donc, je suis toujours reconnaissante. Et puis, merci à nos interprètes aussi qui vont nous aider. Zuerst ein Wort auf Deutsch für Herrn Boffinger. Ich möchte wirklich betonen, wie Sie mich beeindruckt haben, wenn Sie im Sachverständigenrat eine Sonderposition für Jahre genommen haben. Und das war damals sehr mutig. Ich war nicht immer einverstanden, aber das halte ich für sehr mutig und nützlich in einer Démocratie. Voilà. Je reviens au français. Oui, alors d'abord, une petite précision. Effectivement, je vais m'exprimer à titre personnel. Je ne peux pas engager la Banque de France à moi toute seule. C'est le gouverneur qui parle sur la politique monétaire. Une autre petite précaution, c'est que le titre de notre rencontre, c'est après la pandémie. Et je crois qu'on ne sait pas très bien si
on est tout à fait sorti de cette période. Nous avons la chance d'être dotés de vaccins et d'équipements hospitaliers. Participant à la filière finance du G20, je peux vous dire que quand on regarde les chiffres dans un certain nombre de pays du monde où vous avez même pas 10% de la population qui a pu bénéficier d'une dose de vaccin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, puisque d'abord, moralement, c'est toujours un peu difficile de se dire qu'on est protégé alors que d'autres humains ne le sont pas. Mais il est probable aussi qu'il y a des réservoirs de virus qui sont maintenus du fait de l'absence de vaccination généralisée. Donc il faut toujours être prudent. Il peut y avoir d'autres vagues. Sans casser l'ambiance, c'est important de le préciser. Alors effectivement, les 3 points que j'avais choisi d'aborder, David Capitan en a déjà dit un petit mot sur la structure. Je voudrais d'abord parler avec vous un petit peu de la gestion de la crise. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça a été adapté? Deuxièmement, voir comment nous allons avoir à gérer les conséquences des mesures de gestion de crise. C'est un peu comme quand les pompiers sont intervenus dans une maison. D'ailleurs, je remercie le ciel que l'hôtel de Beauharnais n'ait pas brûlé dimanche, puisque l'immeuble voisin a brûlé. Mais l'ambassadeur d'Allemagne m'a rassurée. Donc, j'étais contente qu'il n'y ait pas eu de dégâts, bien sûr, humains et puis matériels. Et puis donc, troisième chose, au-delà, je dirais, de ce qui est la sortie de la crise elle-même, quels sont les sujets qu'on n'avait peut-être pas traités avant et qui sont vraiment là. Alors évidemment, on va parler surtout d'économie, de finance. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses, mais c'était le sujet donné par ma prof. Donc, premièrement, sur la gestion de crise. Si on compare cette crise avec ce qu'on appelle en anglais the Great Financial Crisis, la crise financière des années 2008 et suivantes, je crois qu'on peut dire honnêtement sans tomber dans l'autosatisfaction que cette crise a été gérée d'une manière plus rapide, plus cohérente entre les pays européens, avec beaucoup plus de coopération. On peut rendre hommage à Ursula von der Leyen et Christine Lagarde. Et aussi qu'elle a été gérée en combinant mieux les instruments économiques et financiers qui sont à notre disposition. Notamment, on a su combiner pour une fois de l'action avec les budgets. Le rôle des gouvernements, c'est bien évidemment d'être en première ligne lorsqu'il y a une crise. Le rôle des mesures de politique monétaire qui, elles, relèvent des banques centrales et en Europe de la Banque centrale européenne. Et puis ce qu'on appelle les mesures prudentielles, j'en dirai juste un mot, mais c'est important de faire remarquer qu'on n'a pas eu de crise financière qui s'est rajoutée à la crise sanitaire proprement parlée. Je passerai rapidement sur les chiffres, mais retenez que les efforts budgétaires qui ont été faits sont tout à fait inédits. C'est de l'ordre de plus de 100 milliards d'euros pour la France. C'est des ordres de grandeur à peu près équivalents dans les autres pays d'Europe, c'est-à-dire à peu près 4% du produit intérieur brut, de la richesse. Et ça s'est combiné à un effort européen puisque, comme ça l'a été dit dans l'introduction, il y a quand même eu une prise de conscience à l'été 2020 que les pays avaient été frappés. On peut toujours dire qu'ils avaient peut-être plus ou moins bien préparé une crise sanitaire et leur système de santé aurait pu être plus solide ou il y aurait pu y avoir plus de masques. Mais en gros, il n'y avait pas cet élément qu'on avait eu dans la crise financière précédente qui était de considérer en gros que il y avait un élément moral et que ceux qui étaient punis étaient ceux qui avaient fauté, etc. Bon, donc on a regardé la situation et notamment tout le monde a été très ému par la situation de l'Italie, pays qui avait en plus souffert de la crise migratoire quelques années auparavant et où vous vous souviendrez peut-être que on a vu dans les rues de Bergamo l'armée enlever les cercueils des hôpitaux tellement il y avait de morts qu'on n'arrivait plus à enterrer. Donc une réaction qui a été assez rapide, qui a consisté à dire on va utiliser le potentiel commun d'endettement, la qualité de la signature de tous les pays européens ensemble pour lever sur plusieurs années 750 milliards d'euros. Pour vous donner une idée d'ordinaire, le budget annuel de l'Union européenne, c'était 100 milliards à peu près. Donc là, d'un coup, on a dit on lève 750 milliards d'euros à des taux qui, évidemment, sont intéressants puisqu'on a mutualisé la qualité des signatures et on peut dire merci aux Allemands et aux frugaux de la qualité de leur signature qui est sur les marchés AAA et qui nous a permis de nous endetter. Et on a décidé donc de donner une aide massive qui est à peu près 0,8 points de PIB. Alors pour vous donner une idée, c'est ce qui a été à peu près fait au moment du plan Marshall, quand les Américains avaient apporté entre 1948 et 1952 à peu près 0,8% de PIB par an
à l'époque pour la reconstruction après la guerre. Et là, il s'agit de relance après des mesures qui ont eu essentiellement pour but, d'ailleurs, d'éviter que l'économie soit plus que arrêtée. Je crois qu'il faut prendre le temps de comprendre. Pour la première fois dans l'histoire de l'économie, on a eu des gouvernements qui ont décidé d'arrêter l'activité. Donc, il n'y avait pas de destruction, c'était pas des bombardements, c'était pas des tremblements de terre, ça a été un arrêt de l'activité. Donc, vous fermez un restaurant, si ça dure pas trop longtemps, après on le rouvre et puis ça redémarre. Il faut simplement que la trésorerie du restaurant, les personnes n'aient pas déposé le bilan. Mais donc, on a pu faire ça. Et c'était ça le but, c'était de préserver l'outil de production et de préserver aussi les emplois en aidant les gens à passer le cap. Et bon, après, on peut toujours dire est-ce qu'on a donné trop, pas assez, les prêts garantis par l'État, le montant des... Bon, on peut toujours avoir un débat et en démocratie, c'est simple. Enfin, je dirais que grosso modo, on a évité le pire. Et je trouve que chacun a joué son rôle. Pour ma part, j'avais pris la défense des pays du Nord de l'Europe dans un petit article à l'été 2020, parce que c'est bien que les pays du Nord aient été là, aussi pour dire, mais attendez, si on lève autant d'argent, il faut qu'il y ait des conditions sur la manière dont on le dépense. Parce que c'est dans l'intérêt collectif. C'est dans l'intérêt collectif que l'argent public soit bien utilisé. Et là, les Italiens qui récupèrent à eux seuls à peu près un tiers des fonds du plan qui s'appelle en anglais Next Generation EU, donc tourné vers les générations futures, ont une énorme responsabilité. C'est la raison pour laquelle ils se sont dotés d'un gouvernement exceptionnel avec Mario Draghi, etc. Donc bon, je ne vais pas détailler. Si vous avez des questions, après on en reparle. Mais premier bloc, la gestion de crise. On a fait face un peu comme on a pu, ça a cafouillé un peu au début. Il faut pas non plus dire cocorico, c'était parfait, mais enfin, en gros, on a évité le pire. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'ont fait toutes les économies avancées, c'est-à-dire mettre énormément d'argent public dans le système, des budgets des États, des banques centrales. Et encore une fois, on a permis aux banques de lever certaines barrières qu'on appelle prudentielles. En gros, on fait des petits coussins pour les jours où ça va bien. Et là, on a autorisé à lâcher les coussins, donc on a utilisé des réserves. Alors, les conséquences de la gestion de crise, je vais passer assez rapidement parce que je ne veux pas être trop longue, on peut peut-être avoir un échange après, c'est bon, l'accroissement de la dette. Et là, encore une fois, le fait qu'on ait créé de la dette pour un coup dur, même dans une famille, on a de l'argent de côté ou on s'endette parce qu'on a un coup dur, c'est pas quelque chose qui en soi est forcément répréhensible. La vraie question dans la zone euro, c'est qu'on n'est pas parti du même niveau. Vous aviez des pays, certains pays baltes sont à 10% d'endettement par rapport au PIB. Vous aviez une sorte de limite qui est celle des traités, qui est 60%. L'Allemagne était revenue un peu en dessous. Les Pays-Bas aussi, d'autres pays également. Et puis, bon, les Italiens étaient déjà à 120, 130. Les Français étaient à 99, 100. Donc, évidemment, hop, tout le monde est monté d'un certain pourcentage et on se retrouve avec des écarts qui restent assez considérables. Bon. Donc, c'est une question. Encore une fois, il ne faut pas exagérer. La dette est soutenable. Simplement, il faut savoir que si les taux d'intérêt venaient à remonter, eh bien, évidemment, on est dans une position plus vulnérable si on a un niveau d'endettement très élevé que si on a un niveau d'endettement qui est relativement raisonnable. Et puis, l'autre sujet très important en Allemagne, très sensible en Allemagne, c'est l'inflation. L'inflation est aujourd'hui supérieure à 5%. C'est les chiffres pour le mois de janvier pour l'ensemble de la zone euro. Mais ça, c'est la moyenne de la zone euro. Et cette moyenne cache des situations qui sont assez différentes. Vous avez des pays dans lesquels vous avez déjà une inflation à 2 chiffres. Par exemple, la Lituanie. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu que la Lituanie, c'était 12%. Je ne les connais pas tous par cœur, mais bon, c'est un pays qui est dans cette situation-là parce qu'en fait, vous avez 2 causes d'inflation. Vous avez l'effet éventuel d'une politique, comme l'a dit David Capitan, consistant à mettre beaucoup de liquidités dans le système. Mais vous avez aussi la hausse du prix de l'énergie qui, je dirais, n'est pas liée à ce qui a été fait. Et nous vivons cette concomitance avec notamment des tensions sur les fournitures de gaz, etc. Donc l'Allemagne, par exemple, qui est plus dépendante au gaz, qui a moins de centrales nucléaires, si tant est que les centrales nucléaires en France fonctionnent toutes en ce moment, mais a eu un impact plus fort. L'Italie aussi est un pays dont la dépendance au gaz est plus forte. Et comme ce sont 2 pays, en l'occurrence, qui ont une industrie assez forte et qui ont besoin d'électricité ou de sources d'énergie venant du gaz, l'impact est encore plus grand sur l'économie. Donc, on se retrouve avec une situation dans laquelle les traités disent que l'objectif
de l'eurosystème, c'est-à-dire Banque centrale européenne et les 19 banques centrales des 19 États membres de la zone euro, poursuivent un objectif de stabilité des prix. Et cette stabilité des prix, c'est 2% à moyen terme. Alors, c'est là que, je ne veux pas être trop technique, mais vous allez très bien comprendre, soit vous faites une photo, soit vous faites un film. Si vous faites une photo, vous regardez, boum, l'inflation, elle est où aujourd'hui ? Elle est à 5%, etc. Ce qui est important, c'est qu'au-delà d'éventuelles fluctuations, on voit quel est l'horizon à moyen terme, c'est-à-dire sur 2 années à peu près. Là, les prévisions, à ce jour, semblent indiquer, je suis prudente parce que c'est une situation complexe, que l'inflation devrait baisser à nouveau autour de l'objectif, donc de 2%. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la Banque centrale n'a pas pris de mesures pour faire baisser l'inflation. Mais encore une fois, c'est son mandat. C'est même son seul mandat par rapport à la Federal Reserve des États-Unis ou aux Anglais qui ont un mandat à la fois de défense de l'emploi et de la stabilité des prix. Donc, les banques centrales savent ce qu'elles ont à faire. Mais il est évident que les mesures, encore une fois, que les banques centrales peuvent prendre, c'est quoi ? C'est d'arrêter ces achats d'actifs majeurs qui ont été faits pendant la crise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise ? On a dit, on achète la dette qui est émise par les États, on achète la dette qui est émise par les entreprises, de manière à ce que les marchés ne commencent pas à créer une crise financière. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est démanteler ces programmes et laisser le marché jouer, puisqu'on semble aller vers une situation qui est une situation plus stable, plus normale, entre guillemets. Ça, c'est la première chose que les banques centrales peuvent faire. Elles peuvent limiter la liquidité qu'elles donnent aux banques aussi, parce que les banques vont chercher en fait de l'argent pour vous donner un crédit pour votre voiture, pour votre appartement, pour l'entreprise du coin. Et en fait, elles vont chercher les euros, enfin je simplifie un peu, à la Banque centrale. Puis l'autre chose qu'on peut faire, c'est monter les taux d'intérêt. Alors je sais que dans le débat allemand, et c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de personnes qui disent, en principe, quand on a de l'épargne, qu'on a fait un effort d'épargne, on doit être rémunéré pour cette épargne. C'est le taux d'intérêt. Ça veut dire, j'ai épargné, je prête mon argent pour qu'il serve à l'économie. Éventuellement, je prends un risque. Bon, parfois, c'est pas des placements très risqués, mais enfin, l'idée qu'il y a derrière tout ça, dans le capitalisme, c'est je prends un risque, donc ça mérite rémunération. Bon, on était en territoire négatif pour des raisons complexes que je ne développerai pas, donc peut-être qu'on va être amené à remonter les taux. Christine Lagarde a dit que c'était trop tôt pour dire ce qu'il en était. C'est pas à moi de dire ça. Donc, mais nos mesures, de toute façon, auront sûrement un impact. Encore une fois, dans un contexte géopolitique aussi incertain que celui qu'il y a, notamment à l'est de l'Europe, avec la fourniture de gaz de beaucoup de pays européens venant de Russie, ou de zones d'ailleurs comme le Moyen-Orient, qui sont pas forcément non plus des modèles de stabilité absolue. Voilà, bon, on en est là. Ça, c'est en gros des choses qui sont liées à la gestion de crise, mais pas seulement. Et je voudrais conclure en disant un mot des sujets de long terme qui étaient déjà là avant et qui n'ont pas disparu. Hein, même si on a, focalisé le regard sur le Covid, le nombre de personnes malades, le nombre de tests, enfin on a tous cette espèce d'actualité pesante derrière nous. Il y a des choses qui continuent à se passer. Et notamment, vous avez probablement vécu le confinement. Je ne sais pas si vous étiez à Paris, à Würzburg, je ne sais pas où. Vous vous rappelez ce moment où il n'y avait plus de voitures dans les rues, où il n'y avait plus d'entreprises qui fonctionnaient, où les usines s'étaient arrêtées. Eh bien là, on a eu pour la première fois une limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous sommes censés arriver à faire pour respecter les objectifs des accords de Paris, c'est encore plus que ce qui a été économisé pendant ces périodes-là. Et il est évident que la solution ne peut pas être d'arrêter de vivre. Donc nous sommes confrontés à un défi qui est un défi considérable, dont il ne faut pas dire qu'il est mineur, qui nous oblige à changer, qu'on peut régler en s'y mettant tous et avec beaucoup de détermination. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, de toute façon, on ne peut pas en quelque sorte revenir à avant, tout simplement en disant on revient, puisqu'on n'était pas très raisonnable avant le Covid, dans nos trajectoires d'émissions de CO2. Ça concerne l'agriculture et l'alimentation, qui doit devenir moins carnée, même si ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout, mais c'est un élément. Ça concerne la mobilité avec les transports, ça concerne le bâtiment avec l'isolation des maisons,
Ça concerne aussi des voyages, des modes de vie, etc., sur lesquels il faut que collectivement nous réfléchissions et nous fassions des choix démocratiques en plus. Et en aidant ceux qui, évidemment, ont le plus de mal à faire face. Il ne faut pas oublier que les plus pollueurs, je crois que ça doit toujours être dit, parce qu'il y a des tas de gens qui disent « Oh là là, mais avec ce qui s'est passé en France en 2018, on ne peut plus ». Non, les plus pollueurs, c'est les gens les plus riches. Aussi bien dans le monde, c'est les sociétés les plus riches, que dans nos sociétés, c'est les personnes les plus riches. Les pauvres polluent assez peu, font moins d'émissions de CO2. Donc, si on veut s'attaquer sérieusement au problème, il ne faut pas toujours se cacher derrière la question sociale, même si elle est extrêmement importante. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est clair qu'il faut pouvoir accompagner les familles plus modestes pour faire des choix qui sont des choix verts. Mais on a de la marge aussi sur d'autres terrains. Donc ça, c'est le premier défi qui exige 360 milliards d'euros par an en Europe pendant plusieurs décennies. Donc, c'est des sommes considérables. Il se trouve qu'on a beaucoup d'épargne. Hein. Comme on a beaucoup d'épargne, on peut y arriver. Mais c'est quand même des sommes considérables. Deuxième chose, le vieillissement. Vous avez vu tristement ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la dépendance des EHPAD, etc. Il y a des investissements à faire. Et il y a aussi le fait que comme il y aura plus de personnes âgées et moins de personnes qui travaillent dans des systèmes de retraite par répartition, où ce sont les actifs qui payent les retraites des gens à la retraite, il faut arriver à faire face. Et troisième défi que je voudrais mentionner rapidement, même s'il est énorme, c'est le défi de la transition technologique et de la numérisation, qui nous oblige à nous équiper différemment, qui nous oblige aussi à élever le niveau d'éducation dans nos sociétés pour que les gens aillent sur des nouveaux métiers. Bon, on pourrait parler pendant des heures, je vais juste conclure en disant que Christian de Duysen a mentionné le pacte de stabilité. Moi, je vais vous dire une chose, j'étais un des rapporteurs du pacte de stabilité quand j'étais au Parlement européen. Il n'est pas parfait, il a été réformé au moment où on était dans une crise où l'euro aurait pu disparaître. Bon, qu'on puisse le rendre plus simple, plus applicable, enfin, chacun peut faire mieux, chaque génération fera mieux, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on perde trop de temps à ça. Il faut pouvoir trouver un accord. Et je dirais que là, il y a des efforts en fait à faire un peu des deux côtés du Rhin. C'est-à-dire que, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il faut investir, qu'il faut préparer l'avenir et que ça peut amener à faire des dépenses. Et ces dépenses doivent être productives. C'est-à-dire que c'est ça le critère. Vous dépensez, vous vous endettez, mais vous avez élevé le niveau d'éducation, vous avez élevé la compétitivité de votre entreprise, donc vous avez un bénéfice et un retour qui fait que vous avez bien placé votre argent. Si on arrive à faire ça, je crois que la dépense peut se justifier. Mais encore une fois, c'est difficile parce qu'il faut qu'elle soit productive, bien contrôlée, bien allouée, etc. Et de l'autre côté, je crois que ça, c'est pour les Français. C'est la méthode Alfred Grosser. On est dans une salle qui porte son nom. Alfred, il m'a toujours appris que il faut pas prendre parti avec un drapeau seulement. Il faut essayer de regarder où sont les positions des uns et des autres. Est-ce qu'elles peuvent avoir de juste, ou est-ce qu'elles peuvent avoir de moins juste. Et je crois qu'en France et dans certains pays, on s'illusionne un petit peu sur un aspect. C'est pas les règles qui pourront nous dispenser de faire des efforts. Il n'y a pas de pacte de stabilité magique qui fait qu'on va arriver à mettre les finances publiques en ordre sans faire aucun effort et surtout dans une collectivité sans faire des choix. Alors, je ne veux pas défendre le système, c'est pas moi qui ai fait le traité de Maastricht dont on vient de fêter les 30 ans. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne sais pas si le professeur Bofinger sera d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'on avait décidé à l'époque? C'est rudimentaire, le pacte de stabilité. On avait dit pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% de dette. Bon, ok, c'est rudimentaire, mais c'était fait pour quoi? C'était fait pour respecter les choix des États entre plus d'éducation, plus de verdissement, plus de social, moins de social, plus de défense. Voilà. En gros, la seule chose qu'on regardait, c'était est-ce que la politique que je fais va avoir un impact sur la viabilité de l'euro parce que je mets en péril le système. Après, la manière dont tu dépenses ton argent, c'est ton problème, subsidiarité. C'est un peu rudimentaire pour gérer une monnaie ensemble. Je ne dis pas que c'est le système qu'il faut qu'on garde pour toujours, mais je trouve qu'en France, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen lange bin, mais je le dis un peu longuement parce que le public français parfois perd de vue la logique qui était derrière ça. La logique, c'est qu'on n'a pas un gouvernement légitimé démocratiquement, un budget fédéral, etc., qui permettent de faire les choix ensemble. Donc on avait dit, voilà,
Chacun fait ses choix. L'essentiel, c'est que ça ne mette pas en péril le tout. Et si on veut réduire la dépense publique pour être dans des zones, alors personne ne peut dire où c'est, je ne vais pas le dire ce soir, mais disons, permettre aux jeunes générations, s'il y a un coup dur, je suis ravie de voir qu'il y a quelques jeunes dans la salle, qui puissent eux-mêmes remonter le niveau de dette pour faire face au coup dur qui sera celui de leur génération, qu'on soit sûr qu'une remontée des taux d'intérêt ne devient pas insupportable, etc. Bon, dans tout ça, on a besoin d'avoir un certain nombre de garde-fous et de règles. Et moi, je ne connais pas la règle qui permet d'éviter complètement de faire des efforts. Donc, je crois qu'il faut investir, oui, mais il faut garder aussi un cadre qui soit contraignant. Donc, je crois qu'on n'a pas de raison d'être pessimiste vu ce qu'on a fait pendant la crise. Et j'arrête là pour laisser au professeur Bofinger la possibilité de parler. Excusez-moi si j'ai été un peu longue. Merci beaucoup de ce cadre très, très général, très précis en même temps, qui nous permet de bien comprendre quels sont les enjeux. Alors, on arrive finalement à la fin de cette période avec beaucoup de dettes, avec une inflation, et évidemment, tout ça est perçu différemment selon les pays. Est-ce que c'est là vraiment qu'est le problème, la difficulté que nous rencontrons désormais? Ja, ganz herzlichen Dank zunächst, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich jetzt so viele Zoom-Veranstaltungen erlebt habe, wo ich Menschen nur in Kacheln gesehen habe, dass ich es wunderschön finde, jetzt einmal vor richtigen Menschen zu sitzen. Also vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Frau Goulart hat eigentlich schon vieles von dem gesagt, was ich auch sagen wollte. Und ich denke, wir haben auch keine größeren Dissonanzen, was jetzt so die großen Linien angeht, sodass ich also vielleicht das noch etwas akzentuieren kann, vielleicht meine eigenen Akzente setzen kann, die aber, wie gesagt, sich grundsätzlich nicht wirklich von dem unterscheiden, was Frau Goulart gesagt hat. Ich will auch anfangen damit, dass wir eigentlich diese Krise unglaublich gut gemeistert haben. Und man muss sich ja einfach mal überlegen, wenn wir vor 2 Jahren gewusst hätten, dass wir 2 Jahre Pandemie haben und all diese Einschränkungen, und wenn dann Ökonomen Prognosen hätten machen müssen, dann wären die katastrophal gewesen. Und also katastrophal negativ. Und wenn wir heute zurückblicken und wenn wir sehen, wo wir heute stehen, sind wir ja wirklich sehr gut durch die Krise gekommen, insbesondere was die Arbeitslosigkeit angeht. Die Arbeitslosenzahlen sind ja nicht hochgegangen, sondern gingen mal temporär hoch, aber dann liegen wir heute ja auf einem sehr niedrigen Niveau der Arbeitslosigkeit. Also das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und Frau Goulart hat das schon gesagt, die Politik hat sehr schnell reagiert, hat sehr umfassend reagiert und hat damit eben wirklich dafür gesorgt, dass die Unternehmen durch die Krise gekommen sind. Ich habe den Lockdown immer verglichen mit einem künstlichen Koma für den Wirtschaftsprozess. Und die Aufgabe der Wirtschaftspolitik war jetzt, die Unternehmen in diesem künstlichen Koma mit staatlichen Mitteln so am Leben zu halten, dass nach dem Lockdown möglichst wenig Schäden da waren. Und ich würde sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Was jetzt sehr wichtig ist, finde ich, und das kann man vielleicht noch ganz deutlich sagen, ist, dass sich die Europäische Zentralbank anders verhalten hat als in der Finanzkrise, und zwar fundamental anders. Die Europäische Zentralbank hat in der Finanzkrise anders als die amerikanische Notenbank oder die Bank of England keine Staatsanleihen im größeren Umfang angekauft. Die Europäische Zentralbank hat die Staaten allein gelassen. Und das hat dann natürlich sich auch niedergeschlagen in der Finanzkrise, dass eben in der Eurokrise, dass eben die Staaten, die jetzt nicht so stabil waren, ohne die Rückendeckung der Europäischen Zentralbank eben voll in die Krise gekommen sind. Und da ist jetzt der fundamentale Unterschied, dass die Europäische Zentralbank eben sehr früh und sehr umfassend klar gemacht hat, wir finanzieren alles. Wir lassen die Staaten nicht alleine. Und das war ja auch unausweichlich, war alternativlos, weil diese hohen Defizite, Frau Goulart hat das ja gesagt, die wären am Kapitalmarkt nicht zu finanzieren gewesen. Und was wichtig ist, dieses Verhalten ist jetzt kein Verhalten, das spezifisch EZB ist, sondern alle großen Notenbanken haben sich so verhalten. Also bei uns in Deutschland ist immer so die Idee, dass man sagt, ja, die EZB, die macht das ja nur, weil sie diesen Südländern mit den hohen Schulden helfen will. Aber es ist Unsinn. In den Vereinigten Staaten ist die Notenbank noch umfassender rangegangen. Da waren auch ich muss sagen, in den Vereinigten Staaten hat der Staat natürlich noch viel mehr Impulse in das System gegeben. Also die staatlichen Unterstützung sowohl von Trump als auch von Biden, das war eine Überdosis. Die amerikanischen Haushalte hatten im ersten Quartal 2021
20% mehr Einkommen als im ersten Quartal 2019, weil die so viel Geld vom Staat bekommen haben. Und das hat sich natürlich jetzt auch in der Nachfrage niedergeschlagen. Und deswegen ist natürlich das Inflationsproblem in den USA weitaus größer als bei uns. Die zugrunde liegende Inflationsrate in den USA ist doppelt so hoch wie im Euro. Das ist auch sehr wichtig, weil die Menschen immer denken, das ist alles gleich mit der Inflation. Nein, die Inflation im Euroraum ist sehr viel mehr unter Kontrolle als in den USA. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiger Unterschied, dass also die EZB jetzt umfassend den Staaten geholfen hat. Und deswegen haben wir jetzt eben in der Covid-Krise keine Euro-Krise bekommen. Und das ist ja viel wert. Das hätten wir nicht gebraucht. Und was auch wichtig ist, das hat ja auch Frau Goulart schon gesagt, man hat jetzt einen Paradigmenwechsel in der Krise gemacht, dahingehend, dass eben jetzt eine gemeinsame Verschuldung ermöglicht wurde durch dieses Next Generation EU, um damit den Staaten, die besonders starke Investitionsbedarfe nach der Krise haben, unter die Arme zu greifen. Das ist ein fundamentaler Wechsel. Und das ist etwas, was auch nicht selbstverständlich war. Das haben viele dafür geworben, viele Ökonomen, ich auch. Und ich finde, das ist ein Glücksfall, dass das gut geklappt hat. So, jetzt ist die Krisenreaktion sehr gut gewesen. Der Preis dafür, und auch das ist schon angesprochen worden, ist, dass in Ländern, die ohnehin eine hohe Staatsverschuldung hatten, die Staatsverschuldung noch weiter gestiegen ist. Und das gilt eben jetzt für Frankreich, es gilt für Portugal, Spanien, Belgien und auch für Italien. Und die Werte der Staatsverschuldung liegen um das Doppelte über diesem 60% Grenzwert und Italien noch darüber. Das heißt, da stehen wir jetzt. Die Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Und ich habe den Eindruck, es werden zwei Ansätze diskutiert. Der eine Ansatz heißt Flexibilität. Und ich werde das gleich noch ein bisschen mehr beschreiben, was das Flexibilität heißt. Aber es heißt eigentlich ein diskretionäres Muddling Through. Und der andere Ansatz ist, dass man sagt, wir wollen die Regel grundsätzlich ändern. Das sind die beiden Alternativen, wie ich das sehe. Wenn wir in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung reinsehen, dann finden wir eigentlich beides. Also das Wort Flexibilität ist groß geschrieben, aber es wird auch gesagt, dass man überlegen muss, wie man die Regeln einfacher und transparenter gestalten kann. Lassen Sie mich kurz sagen, was Flexibilität ist. Flexibilität ist im Prinzip die Praxis, wie der Stabilitäts- und Wachstumspakt vor der Krise gemanagt wurde. Flexibilität heißt, dass man eigentlich nie ein Sanktionsverfahren eingeleitet hat, gab es nie. Dass man auch jetzt nach der Euro-Krise gerade Ländern wie Frankreich, Spanien große Spielräume bei den Defiziten eingeräumt hat. Es gab weder in Frankreich noch in Spanien eine konsequente Rückführung der Defizite bis 2019. Und in Italien hat man auch Italien hat man jetzt keinen Druck gemacht, weil die Verschuldung nicht wirklich zurückgegangen ist. Das ist ja auch eine der Regeln. Und die Frage ist, bleiben wir bei dieser Flexibilität? Das heißt, halten wir die Regeln fest, wie sie sind und vertrauen darauf, dass die Kommission diese ganzen diskretionären Spielräume weiter nutzt. Ich fürchte, dass das der wahrscheinlichere Weg ist, weil niemand den Mut hat und weil es auch politisch schwierig ist, jetzt einstimmig diese Regeln zu ändern. Und man wird wahrscheinlich bei der Flexibilität und dem Muddling Through bleiben. Das kann man gut finden. Auf der anderen Seite besteht eben die Gefahr, dass dann doch die Spielräume, die man benötigt, um die Transformation zu bewältigen, in den einzelnen Ländern in Europa, dass sie zu gering sind. Und das ist ja eben diese digitale Transformation, die wir bewältigen müssen. Es ist die ganze Energiepolitik, die klimapolitische Transformation, die wir bewältigen müssen. Und da sehe ich eben das Problem, dass wenn man jetzt diesen pragmatischen Ansatz Flexibilität macht, dass dann doch am Ende zu wenig Spielräume da sind und dass Europa und dass die einzelnen Länder zu wenig in die Zukunft investieren. Und auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr, dass bei Flexibilität dann auch die Glaubwürdigkeit der Regeln so erodiert,
dass die Regeln selber nicht mehr funktionsfähig sind. Und Frau Goulart hat das ja gesagt, wir brauchen Regeln. Also in dieser Währungsunion, Anarchie, das geht auch nicht. Das ist jetzt sicher auch eine Gratwanderung. Aber wenn man eben jetzt die nächsten Jahre nur Flexibilität macht, kann eben doch eine Situation eintreten, wo dann tatsächlich die Regeln dysfunktional werden und einfach nicht mehr diese Bindungswirkung erzeugen, die man braucht in einer Währungsunion. Die Frage ist, wenn man jetzt dieses Regelwerk grundlegend reformieren wollte, wo würde man ansetzen? In meinen Augen der wichtigste Ansatzpunkt ist die Regel, dass die Länder idealerweise eine Staatsverschuldung haben sollen, die bei 60% der Wirtschaftsleistung liegt. Und das ist der Anker des gesamten Systems. Und die Frage ist das der richtige Anker? Und diese 60% wurden abgeleitet im Jahr 1990 einfach als der Durchschnitt der Werte für die Mitgliedstaaten. Aber das war pragmatisch, aber man muss sagen, dieser Wert hat keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Das ist ein vollkommen willkürlicher Wert. Und es gab Versuche von Wissenschaftlern, von Herrn Rogoff und von Frau Reinhardt, sehr renommierten amerikanischen Wissenschaftlern, einen Grenzwert von 90% abzuleiten. Und das wurde gerade in der Euro-Krise wie eine Monstranz auch nach oben gehalten. Und man hat dann festgestellt, leider waren die Berechnungen falsch, die die beiden gemacht haben. Und deswegen stehen wir bei der Frage, was ist denn ein optimaler Schuldenstand relativ zur Wirtschaftsleistung, stehen wir eigentlich ziemlich im Leeren. Was wir beobachten können, ist, dass es große Volkswirtschaften gibt, die Schuldenstände haben, die deutlich über den 60% liegen, ohne dass diese Länder irgendwelche Probleme haben. Also die USA liegen derzeit bei 130% und Japan liegt bei 250%. Japan liegt schon seit Jahren weit über den 100%, im 200%-Bereich und hat nie Probleme gehabt. Und dieser Ankerwert von den 60% ist ebenso wichtig. Sie müssen gehen. Nee, ich dachte nur, Sie haben kein Wachstum in Japan. Pro Kopf schon. Okay, wir müssen nicht zu lange technisch reden, aber das war... Ja, aber pro Kopf Wachstum ist schon wichtig. Na gut, aber ich will ja auch nicht sagen, dass wir 250% Schuldenstand haben sollen. Ich würde dafür ja nicht werben. Aber ich sage ja nur, dass man feststellt, diese Referenzwerte sind sehr, sehr willkürlich und arbiträr und also sie entsprechen eigentlich nicht dem, was man eine evidenzbasierte Wirtschaftspolitik nennen würde. Und ich sage immer, wenn es einen Arzt gäbe, der einen Patienten nach einem Schwellenwert behandeln würde, der so wenig wissenschaftlich fundiert ist wie die 60%, dieser Arzt würde verklagt werden. Und wir in Europa sind ja doch der Auffassung, dass Länder große Anstrengungen machen müssen mit großen volkswirtschaftlichen Kosten, um auf die 60% zu kommen. Also deswegen halte ich, bei einer Reform müsste man bei diesem Schwellenwert ansetzen. Und der Schwellenwert ist ebenso wichtig, weil wir jetzt eine Regel haben, 2011 oder 2012 war das, wonach die Länder die Differenz zwischen ihrem tatsächlichen Verschuldungsstand und den 60% abbauen müssen, und zwar jeweils 1/20 jedes Jahr. Diese Verpflichtung ist für Länder gerade wie Italien, aber auch Spanien und ich glaube auch für Frankreich nahezu unrealistisch, weil die Länder dann so hohe Überschüsse erzielen müssten, dass kein Geld für andere Dinge mehr da wäre. Und die Frage ist, was kann man tun? Es gibt einen Vorschlag, den ich sehr gut finde. Das ist der Vorschlag des European Stability Mechanism. Herr Regling ist der Chef. Und der hat auch als pragmatische Lösung jetzt gesagt, nehmen wir statt 60% 100%. Warum 100%? Na gut, das ist der Durchschnitt heute im Vergleich zum Durchschnitt 1990, hat also die gleiche wissenschaftliche Qualität. Und man kann auch sagen, diese 100% im Vergleich zu den 60% kann man heute eher vertreten, weil die Zinsen ja auch wesentlich niedriger sind
als 1990. Und man kann auch sagen, die 100% passen zu der 3% Defizitgrenze. Denn wenn wir 3% Wachstum haben nominal und 3% Defizit, dann kann man die 100% genau stabil halten. Also ich finde, das ist auch nicht wissenschaftlich hergeleitet, aber es hätte einen gewissen Charme, weil dann für viele Länder die Anpassungserfordernisse nicht so hoch wären und man würde auch die Länder nicht so schlecht dastehen lassen. Denn wenn wir in Europa sagen, 60% ist richtig und Italien hat 160%, dann ist das optisch ziemlich schlecht für Italien. Und wenn wir sagen, naja, 100% kann man genauso gut rechtfertigen, dann steht Italien schon ein bisschen besser da. Ich halte das für einen pragmatischen Ansatz, wie man da vorangehen kann. Man könnte das auch ohne jetzt eine Ratifizierung realisieren. Das heißt, es würde reichen, wenn der Europäische Rat das einstimmig macht, was schwierig genug ist. Ich halte jedenfalls diesen Vorschlag eigentlich für ganz gut. Und zu dem Vorschlag gehört auch, dass man jetzt nicht mehr diese Defizite als Ziel hat, sondern dass man für die Staaten Ausgabenpfade festlegt, Ausgabenpfade, die dann sich unterhalb etwas des realen Wachstums bewegen, wo aber gleichzeitig darauf geachtet wird, dass Investitionen möglich sind. Und wenn es eine Regel gibt, die gut ist und die auch wissenschaftlich fundiert ist, dann ist es die Regel, dass Staaten ihre Investitionen durchaus mit Krediten finanzieren können. Das ist die goldene Regel der Finanzpolitik, die sagt, wenn ich heute investiere und Dinge erstelle, von denen in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren die Menschen profitieren, dann gibt es keinen Grund, das alles heute aus den laufenden Mitteln zu bezahlen, sondern dann kann man das über Kredite finanzieren. Das ist sicher die vernünftigste Regel, die ich kenne. Und die irgendwie in diesen Stabilitätspakt stärker reinzubringen, denke ich, auch sehr wichtig. Gut, also es gibt da wirklich eine sinnvolle Möglichkeit, wie man das Ganze verändern kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Eher nicht. Politisch, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, Frau Goulart, aber ich glaube, politisch ist es eher schwierig. Wir werden wahrscheinlich also bei der Flexibilität bleiben müssen. Und was dann eben wichtig ist, denke ich, dass man jetzt diese gemeinsame Finanzierung von Zukunftsinvestitionen jetzt nicht als einmaliges Ereignis nimmt, sondern dass man diesen Paradigmenwechsel nutzt und auch zukünftig das Potenzial nutzt, Investitionen, die für ganz Europa wichtig sind, ob das jetzt in der Technologie ist, ob es im Klimabereich ist, ob es im Energiebereich ist, dass man diese Investitionen gemeinsam finanziert und damit eben jetzt nicht Ländern wie Italien, die sowieso große Probleme haben mit ihren Staatsschulden, dass man deren Verschuldung durch solche Dinge nicht weiter nach oben treibt. Denn der Charme dieser gemeinsamen Verschuldung ist ja, dass sie nicht den nationalen Verschuldungen zugerechnet wird. Das ist ja der große Vorteil dieser Lösung. Gut, also ich denke, das ist das, was denkbar ist. Vielleicht 3 Sätze noch zur Inflation und den Energiepreisen. Also was ich wichtig finde, ist, dass man schon unterscheidet zwischen der Inflation, die wir insgesamt haben, von etwa 5%, und dass man aber sieht, wie stark der Effekt der Energiepreise ist. Für den Euroraum ist die Inflationsrate, wenn man Energie rausrechnet und etwas technisch unverarbeitete Nahrungsmittel, die eben sehr stark auch von Energiepreisen getrieben sind, dann haben wir für den Euroraum eine Inflationsrate von 2,5%. Und muss man sagen, das ist das, was man der EZB zurechnen kann. Alles andere hat ja nichts mit dem zu tun, was die EZB gemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Das hilft den Menschen wenig. Wenn man jetzt diese ganzen Kosten hat, dann ist das natürlich ein Problem. Und deswegen meine ich, dass es in dieser Situation auch enorm wichtig ist, dass die Staaten die EZB nicht allein stehen lassen, sondern dass die Staaten versuchen, jetzt mit gezielten Maßnahmen einen Teil dieses Schocks von ihren Bürgern wegzunehmen. Und ich glaube, in Frankreich ist die Politik da auch dabei, sehr viel zu tun. Spanien hat die Mehrwertsteuer halbiert auf Energie. Und ich denke, das ist hier temporär jetzt einzugreifen und diesen Schock abzumildern über die Wirtschaftspolitik und die Finanzpolitik ist besser, als das jetzt einfach laufen zu lassen, weil wir zum einen
ein Glaubwürdigkeitsproblem für die EZB haben. Die meisten Leute unterscheiden nicht, woher die Inflation kommt. Und wir zum Zweiten das Problem haben bei einer hohen Inflationsrate, dass wir eine Lohnpreisspirale bekommen. Dass jetzt die Arbeitnehmer sagen werden, wenn jetzt die Inflationsrate 5% ist, dann möchte ich auch 5% Lohnerhöhung haben. Und damit haben wir das Schlimmste, was einer Notenbank passieren kann, dass eben dann jetzt die sogenannten Zweitrundeneffekte kommen, wo dann die Notenbank mit hohen Zinsen dagegen angehen muss. Und deswegen glaube ich, dass das Inflationsproblem einen kooperativen Ansatz braucht von Geldpolitik und Fiskalpolitik. Und die EZB da allein sitzen zu lassen, denke ich, das schadet eigentlich allen. Vor allem eben der Glaubwürdigkeit der EZB. Ja, dann würde ich sagen, bin ich hier eigentlich auch am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Merci beaucoup pour avoir rapproché ces deux éléments que sont les dettes, effectivement très variables selon les États, et puis la question de l'inflation. Mais là, il y a une question technique qui me court dans l'esprit, et je ne sais pas si l'un ou l'autre voudra y répondre, c'est que l'inflation est aussi un bon moyen, enfin c'est ce qu'on apprend souvent dans les cours d'économie politique, quand on a des dettes, l'inflation fait évaporer les dettes. Alors est-ce que finalement laisser aller l'inflation ne permettrait pas de diminuer la valeur de ces dettes et de les faire disparaître un peu comme par enchantement? Là, je vais faire la réponse de banquière centrale européenne. Überhaupt nicht. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que d'abord, l'euro, on l'a fait sur la base d'un traité et que dans ce traité, on a dit qu'on défendrait la stabilité des prix. Bon. Donc, si on veut être crédible, on a considéré, parce qu'il faut se remémorer quand même un peu ce qui se passait à l'époque où on avait des taux d'inflation très importants, on avait souvent un appauvrissement des personnes parce que le phénomène que Peter Bofinger a très bien décrit, c'est que il y a après une espèce de course entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires. Et donc, on peut avoir l'impression que de manière, quand on regarde le prix, dans le langage technique, c'est de manière nominale, on n'y perd pas. Mais en fait, tout ce qu'on a sur son compte en banque, toute la valeur des épargnes, etc., est diminuée. Donc je crois que pour des raisons d'abord de justice, de ne pas abuser les populations et les personnes qui ont fait des efforts, pour des raisons juridiques qui sont liées au traité et pour des raisons politiques, parce que c'est le pacte avec lequel on a fait l'euro, je crois que c'est une idée avec laquelle il ne faut pas jouer. C'est pas correct. C'est pas correct. Après, c'est un phénomène qui existe. Et si l'inflation n'était pas maîtrisée, ça a cet effet mécanique. On ne peut pas le nier, que ça a un effet mécanique. Mais je crois qu'on a beaucoup appris. Une des raisons pour lesquelles on a fait l'euro, c'était bien d'éviter les dévaluations entre nous et l'appauvrissement qui était lié à des jeux d'inflation incontrôlés. Et dernière remarque, on ne sait jamais jusqu'où va l'inflation à un moment donné. Et je crois qu'il faut être très modeste et très humble et apprendre du XXe siècle. Si on commence à jouer avec ça, on peut avoir des phénomènes qu'on ne contrôle plus du tout, comme on le voit d'ailleurs dans certains pays. Regardez ce qui se passe en Turquie en ce moment, regardez ce qui se passe en Argentine encore. Ce sont des pays dans lesquels les populations souffrent parce que les taux d'inflation sont montés à des niveaux. Donc voilà, avis à la fois personnel, et là pour le coup, je ne crois pas m'éloigner beaucoup de la doxa. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec cette idée-là. Also ich glaube, der Vergleich jetzt mit Argentinien und der Türkei ist, glaube ich, noch nicht so ganz das, was jetzt für den Euroraum. Okay, aber ich wollte es, weil gerade die Türkei ist ein Land, das seit Jahren über seine Verhältnisse lebt, riesige Leistungsbilanzdefizite hat. Aber deswegen, also ich bin ja auch überhaupt nicht in Frage stellen, die Verpflichtung der EZB auf Preisstabilität. Und wenn man jetzt die Art und Weise, wie die EZB Politik macht, ansieht, dann steht im Augenblick die Preisstabilität auch nicht in Gefahr. Denn was macht die EZB? Die EZB leitet ihre Zinspolitik ab aus den Prognosen für die Inflation im Jahr 2023, 2024 und danach.
Denn Geldpolitik hat ja lange Wirkungsverzögerung. Also die EZB kann nicht die Geldpolitik von heute bekämpfen, sondern wenn die EZB heute reagiert, beeinflusst das die Inflation in 1 oder 2 Jahren. Das heißt, die Geldpolitik der EZB ist geleitet von den Prognosen für 2023, 2024. Und wenn man diese Prognosen ansieht, und die werden gemacht unter der Annahme der niedrigen Zinsen, dann liegen diese Prognosen alle bei 2% oder unter 2%. Die EZB lässt vierteljährlich eine Sammlung von Prognosen erstellen. Das nennt sich Survey of Professional Forecasters, wo eben jetzt Finanzmarktexperten, Wissenschaftler gefragt werden. Und dieser Survey of Professional Forecasters kam vor 3 Tagen, 4 Tagen, wurde veröffentlicht. Und alle diese Wissenschaftler und Fachleute sagen, 2023 und 2024 wird die Inflation wieder unter 2% sein. Da kann man jetzt andere Prognosen machen, da kann man jetzt sagen, ich meine, die Inflation wird 4% sein, aber für eine wissenschaftlich basierte Geldpolitik braucht man diese Prognosen. Und da gibt es einen großen Konsens. Auch der Internationale Währungsfonds hat jetzt gerade vor ein paar Tagen die Prognose für den Euroraum gemacht und sagte, Ende 2022 wird die Inflation wieder bei 2% sein. Aber es ist klar, dass diese Prognosen unsicher sind und man muss ja mal sehen, was wir jetzt erlebt haben an Energiepreisschock. Das ist der größte Energiepreisschock seit 50 Jahren. Wir hatten einen vergleichbaren Energiepreisschock nur im Jahr 73, 74. Das heißt, es ist ein unglaublicher Schock. Und wir hatten, also in Deutschland, in 1973, 74 hatten wir eine Inflationsrate von 7%. Ich war in Frankreich wahrscheinlich noch mehr. Also es gibt eben Schocks, die sich entladen und da kann eine Notenbank auch nicht so viel machen. Aber es ist eben dann wichtig, jetzt auch argumentativ das rüberzubringen, dass die Leute nicht sagen, ja, diese EZB, die hat seit Jahren die falsche Politik gemacht und jetzt sieht man das. So wird das in Deutschland transportiert. Das ist die deutsche Debatte. Und man muss einfach diesen Schock deutlich machen in seinem Ausmaß, in seiner wirklich immensen Dimension. Und dann, glaube ich, relativiert sich auch wieder einiges. Und natürlich wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber ich vermute mal, wenn jetzt dieser Anstieg an Preisen, wie wir ihn erlebt haben, der wird sich nicht fortsetzen. Halte ich für unwahrscheinlich. Aber irgendwann gibt es auch Grenzen. Aber es ist die Prognose eben. Ich glaube, dass der Gaspreis und Energiepreise, dass die jetzt wieder ein Niveau erreicht haben. Und wenn die dann konstant bleiben, die müssen nicht mehr fallen, wenn die nur konstant bleiben für 12 Monate, dann ist die Inflation wieder raus. Deswegen bin ich da jetzt nicht so pessimistisch. Aber klar, was Herr Putin macht, was die Ölmärkte sind eben hochspekulativ. Keiner kann diese Ölpreise richtig prognostizieren. Aber umso wichtiger meine ich, so, dass man eben die Notenbank nicht allein lässt als Staat. Und wirklich hilft, diesen Schock auch teilweise dann abzufedern. Alors, passe la parole s'il y a quelque chose à compléter. Sinon, la salle a très certainement également des questions à poser pour faire le tour de toutes ces questions économiques, de ces déséquilibres que nous rencontrons et des possibilités d'y répondre. Monsieur ? Alors, on va vous donner un micro peut-être. Je crois qu'il y a 2 jeunes gens qui ont des micros à vous tendre, de sorte que les traducteurs aussi vous entendront, les interprètes. Merci. Oui, merci. Je voudrais poser 2 questions, enfin, si vous m'autorisez à poser 2 questions à Madame Sylvie Goulard, que je remercie et je salue. La première question, c'est... tirer mon masque parce qu'il me gêne, mais je le remettrai juste après, c'est promis. La première question porte sur un point où la France a performé en 2021, comme elle en a du reste l'habitude. C'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau, donc qui n'est pas strictement imputable à la pandémie, qui est celui du déficit du commerce extérieur. On a, je crois, d'après ce que j'ai lu dans la presse, 83 ou 84 milliards de déficit du commerce extérieur. Heureusement,
on est dans l'euro et on est d'une certaine manière abrité par des pays qui, eux, ont des excédents de commerce extérieur. Je ne sais pas quel est l'excédent allemand en 2021, mais probablement était autant, voire le double, mais en excédent et non pas en déficit. Donc, la question que je voudrais vous poser est combien de temps pensez-vous que cette situation peut durer? Pouvons-nous continuer à maintenir un déficit du commerce extérieur de cet ordre-là? Juste, bon, c'est pas complètement déconnecté de l'inflation, le déficit du commerce extérieur. Et j'ai été très sensible à la réponse que Mme Goulard vient de faire sur l'inflation en disant on sait à peu près comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Bon, évidemment, ce n'est pas l'Argentine, nous ne sommes pas l'Argentine, mais le XXe siècle nous enseigne, et je ne parle que du cas français, mais qu'on a quand même eu des pics d'inflation, ne serait-ce que dans les années 20. Je parle de la France, pas de l'Allemagne. Hein. Dans les années 20 ou dans les années 70, dans les années 80, avec des taux quand même très, très importants. Et je pense que cette affaire du déficit du commerce extérieur, nous, les Français, on peut... Je me demande, enfin je ne pense pas qu'on puisse le laisser de côté durablement. Et dans la campagne présidentielle en cours, de temps en temps, un candidat l'évoque, mais tout le monde semble bien s'en accommoder. Voilà sur la première question. La deuxième question que je pose à Madame Goulard, et je pourrais comprendre que vous n'y répondiez pas, hein, mais je me permets de vous la poser, c'est en tant que sous-gouverneur de la Banque de France, donc qui est un relais de la Banque centrale européenne, quelle est ou quelle serait votre opinion sur l'idée de la mise en circulation d'une pièce de 5 euros, soit en remplacement du billet de 5 euros, soit concomitamment en circulation avec le billet de 5 euros. Le billet de 5 euros qui est un des plus moches, qui est le plus moche de nos billets, qui circule beaucoup, qui s'use, qui manque, souvent manque chez les commerçants. Et compte tenu de ce coût, peut-être qu'une pièce pourrait être coupée tout à fait, qui dure beaucoup plus longtemps, bien évidemment. Merci, monsieur, de ces questions. Je crois qu'on a compris la question de la pièce de 5 euros. Merci beaucoup. Voilà. Je vais peut-être prendre d'autres questions pour les réunir, monsieur. Merci beaucoup. C'est une question peut-être pour les deux intervenants. En fait, une chose que j'ai du mal à comprendre dans les débats actuels sur les règles de déficit et de la dette, c'est que pourquoi les règles sont perçues, surtout en France, comme assez contraignantes. Moi, je suis assez d'accord avec la lecture de M. Bofinger sur le fait qu'en fait, la France, 1-2 années après la crise, respectait la règle de 3% de déficit. Jamais il y avait une procédure de surendettement. Donc, effectivement, il semble que les règles, de facto, n'existent pas. Donc, comment des règles qui ne sont pas respectées pourraient être contraignantes à ce point qu'on aimerait les changer? Merci. Alors, les femmes ont le droit de poser des questions aussi. non, elle donne des réponses, c'est déjà bien. Merci pour vos interventions. Une question très simple. Est-ce qu'on ne se trompe pas peut-être d'objectif dans cette réflexion? Est-ce qu'on ne tourne pas autour du pot? Est-ce que la question centrale entre la France et l'Allemagne n'est pas une différence dans la fiscalité des entreprises? Il y a un écart extrêmement fort. Il y a un rapport du MEDEF, une nouvelle fois, Rex et Code, etc., qui le montre bien. Il y a un écart de 10 points sur les impôts de production entre la France et l'Allemagne. On a une désindustrialisation en France extrêmement forte qui explique un désœuvrement dans certaines provinces françaises, comme on peut le voir. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord à travailler sur les structures dans les deux pays? Il faut que l'Allemagne se rapproche de la France aussi, peut-être trop surindustrialisée d'une certaine façon. On le voit avec le commerce extérieur, l'excédent du commerce extérieur. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas en France aussi à mener une politique extrêmement forte de ce côté-là pour reconquérir pour les classes populaires, pour les classes moyennes, des emplois d'ouvriers, de contremaîtres, ce qui fait la force de la classe moyenne, la Mittelklasse en Allemagne, ce qui fait cette force aussi politique. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas là qu'il faudrait faire porter notre effort en Europe sur cette réindustrialisation? L'Italie est intéressante, vous l'avez dit, reste un pays très industriel et avec des déficits extérieurs que je crois bien moins forts que nous. Voilà, merci. Merci encore.
Alors merci déjà de ces 3 séries de questions. Je donnerai la parole à Sylvie Goulard et puis ensuite au professeur Bofinger. Je crois que ça nous rapproche aussi du sujet central d'aujourd'hui, qui est les déséquilibres qui existent. Parce que dans un marché commun, une étude du CEP qui avait eu les honneurs de la presse en 2019, qui montrait qu'il y avait des gagnants de l'euro et des perdants, qu'en réalité, on ne peut pas non plus renvoyer chaque pays à sa responsabilité. Qu'il y a aussi des effets de concentration du capital, de l'industrie dans les pays qui fonctionnent déjà bien, et puis qu'au contraire, il y a évidemment une espèce d'appauvrissement un peu naturel des autres régions. Alors est-ce qu'on peut se contenter de poser des règles en disant à chacun doit faire le ménage chez soi, ou est-ce qu'il faut faire de la transfer union, parce que de toute façon, des déséquilibres se créent et contre lesquels la politique publique doit aussi agir. Je crois que j'ajoute cet élément à la question qui vient d'être posée, ça rejoint aussi les déficits extérieurs, évidemment. Je vais essayer d'être très rapide et je suis sûr que le professeur Bofinger aura beaucoup de choses à dire. Donc, sur la première et la dernière question qui sont un peu la même chose, c'est-à-dire quels sont les éléments structurels, je crois que c'est très important. Il n'y a pas que la finance, il n'y a pas que ce que la Banque centrale fait. C'est pour ça que moi-même, j'ai parlé du climat, j'ai parlé du vieillissement de la population, et on pourrait ajouter l'éducation, la formation, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on veut réindustrialiser un pays, il faut que il y ait des initiatives, il y ait de la main-d'œuvre bien formée, des gens qui acceptent de faire certains métiers. Quand on entend à quel point certains veulent fermer les frontières à la main-d'œuvre étrangère, on peut avoir des doutes. Bon, donc, en tout cas, il y a des questions de fond, structurelles, comme on dit dans le jargon, qui sont extrêmement importantes. Et l'avantage du plan Next Generation EU, c'est que il est d'abord fléché, enfin il est conçu pour servir à la lutte contre le changement climatique, à la digitalisation et à des objectifs sociaux. En gros, en France, ça va se partager 36% pour le climat, 30 et quelques pour un peu plus, un peu moins, enfin disons les trois tiers en gros à la louche, c'est climat, digitalisation et efforts sociaux, remise à niveau de la population, etc. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Donc vous avez raison, monsieur, ce déficit est horrible. Alors là aussi, c'est toujours pareil. À cause de l'augmentation des prix, vous pouvez avoir cette année une part de l'énorme déficit français dont je ne nie pas l'ampleur, mais qui est liée à l'augmentation du coût. Évidemment, si votre facture de gaz augmente et que vous achetez du gaz, ça paraît plus cher. Mais on a un problème structurel en France qui tient moins aux impôts de production. Je suis pas du tout là pour parler de la politique du gouvernement Macron, mais factuellement, une partie des décisions prises en matière de fiscalité pendant cette mandature avait pour objet de réduire la différence entre la France et d'autres pays producteurs en matière d'impôts de production. Là aussi, c'est un choix du débat démocratique, mais c'est vrai que pour qu'un appareil productif soit compétitif, ça n'est pas rien. Très rapidement, pourquoi on ne fait pas des pièces de 5 euros ? D'abord, je vais vous dire, monsieur, moi, ce que j'observe dans les chiffres de la Banque de France, c'est une augmentation phénoménale due à la pandémie, mais pas seulement, des paiements dématérialisés. Donc, la question qui est devant nous, il y a toujours du cash, on continuera, nous assurons le tri des billets, nous savons à quel point les billets de 5 euros sont usés, etc. Mais je dirais que les deux sujets d'avenir, c'est vraiment l'utilisation du paiement sans contact. Vous avez tous été à la boulangerie payé maintenant avec du sans contact ou pour n'importe quelle somme. Et puis aussi ce qu'on appelle le projet d'euro numérique, mais là on n'a pas le temps d'en parler. Christiane pourra refaire une autre réunion là-dessus. Et un dernier mot, vous avez très bien résumé le dilemme que le professeur Bofinger avait très bien résumé aussi, c'est-à-dire que soit en gros on considère que tout ça nous a pas empêché de rester chacun ce qu'on est et que franchement les Français qui se plaignent d'un pacte de stabilité qui n'a jamais été appliqué de manière forcée en France. Il y a eu des pays qui ont eu des procédures plus poussées. Bon, il n'y a pas de quoi en faire un drame, mais ça a été déjà très bien décrit. Le problème, c'est la crédibilité collective. Et c'est aussi le fait que, vous savez, malgré tout, on dit que ça n'a pas joué. Je ne suis pas persuadée que ça n'ait pas joué. Regardez tous les débats politiques en France depuis le début des années 80, le virage de François Mitterrand en 1983, le virage de Jacques Chirac en 1995, la manière dont tous les gouvernements arrivent en disant on va aller à Bruxelles, on va leur demander, et in fine, malgré tout, et ça nous le devons aussi aux Allemands, et
en tant que mère de famille et contribuable, je leur en suis reconnaissante, il y a malgré tout un certain esprit de discipline qui a commencé à s'appliquer dans les pays dits du Sud. Des efforts énormes ont été faits en Espagne, au Portugal. En Italie, en 2011, il y a eu un gouvernement d'exception qui a pris des mesures drastiques, une réforme des retraites en 3 semaines, etc. Donc, à la fois, vous avez tous raison, on est un peu sous la couette, la feather deck de l'euro, elle est assez confortable. Mais bon, ça va peut-être pas assez vite, et je crois que pour les mentalités humaines, 20 ans, c'est pas beaucoup, mais on est quand même dans cette phase de convergence. Et je dis un dernier mot, c'est tout à fait juste. Il y a un économiste canadien qui est décédé maintenant, qui s'appelait Robert Mundell, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'est une zone monétaire optimale. Il a toujours été prévu qu'il y ait un budget à caractère fédéral, des transferts, un encouragement à la mobilité qui en Europe est compliqué à cause des langues, etc. Donc, tout ce que nous avons fait pour l'euro, c'est bien, on peut dire merci à nos prédécesseurs, mais on est loin d'avoir tout fait. Die Frage der Ungleichgewichte jetzt im Euroraum, das ist ein Problem, aber man muss sagen, dass die in den vergangenen Jahren eher zurückgegangen sind. Also wir hatten die größten Ungleichgewichte in den 2000er Jahren, wo auch Deutschland durch diese Lohnzurückhaltung aktiv dazu beigetragen hat, dass die Ungleichgewichte gestiegen sind. Also das war eine Phase, wo der Euroraum wirklich ganz auseinandergelaufen ist, wo wir ja gigantische Defizite hatten in Spanien, in Portugal, in Griechenland, in Irland. Und Frankreich war ja eigentlich die meiste Zeit ein Land, das relativ ausgeglichen war. Das hatte weder große Überschüsse in der Leistungsbilanz, noch hat es große Defizite gehabt. Also es war immer so ein bisschen mittendrin. Und in Deutschland würde ich schon sagen, dass wir jetzt vor der Krise eine Politik hatten, wo auch die Löhne wieder stärker gestiegen sind und wo jetzt die Ungleichgewichte in meinen Augen nicht so gravierend sind. Wir haben in der Tat jetzt gegenüber Frankreich einen relativ starken Überschuss. Das ist das einzige Land im Euroraum, wo Deutschland einen großen Überschuss hat. Sonst kommt unser Überschuss vor allem auch aus außereuropäischen Ländern, also USA oder jetzt außereuropäisch, außer Euroraum, Großbritannien. Also da hat sich eher eine gewisse Abbau der Ungleichgewichte entwickelt, wobei Deutschland nach wie vor eben diesen extrem hohen Überschuss hat, was ich auch als Problem sehe, was eben schon daran liegt, dass wir über lange Zeit einfach die Löhne nicht wirklich erhöht haben und dass in Deutschland jetzt der private Konsum relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich zurückgegangen ist. Also da ist schon ein Problem in Deutschland, dass sich dann chronisch entwickelt hat. Jetzt mit der Transferunion, wir haben ja schon Transfers. Wir haben ja den EU-Haushalt, der massive Transfers leistet. Wir haben jetzt über diese Next Generation EU auch ein Transferelement und wir haben ja auch diesen europäischen Stabilitätsmechanismus geschaffen, der ja, wenn es brennt, auch eingreifen kann und jetzt im Fall Griechenlands ja vor allem massiv geholfen hat mit sehr niedrigen Zinsen, dass Griechenland jetzt über die Runden gekommen ist. Also so ganz ohne, also wir haben schon Transferelemente. Die spannende Frage ist jetzt mit der Industrialisierung oder der Überindustrialisierung. Wo geht das eigentlich hin? Also Deutschland ist enorm industrialisiert. Ich glaube, wir haben doppelt so hohen Anteil Industrie an der Wertschöpfung wie Frankreich oder auch wie andere Länder. Und bisher ist Deutschland sehr gut damit gefahren. Aber die Frage ist das wirklich ein Zukunftsmodell? Ist wirklich Industrie das, was jetzt so in den nächsten 10, 20 Jahren die besondere Dynamik entfaltet? Was wir ja in Deutschland, ich denke, noch mehr als in Frankreich haben, ist ein Digitalisierungsdefizit. Europa insgesamt ist digital auf schwachen Beinen und macht auch zu wenig in dieser Richtung. Und wenn man jetzt China auf der einen Seite nimmt, USA auf der anderen Seite, dann sind wir verkümmert. Und ich finde das auch erstaunlich, wie schwer uns das in Europa fällt. Also ein Beispiel, ein Thema, wo ich jetzt gerade vorhin eine Podiumsdiskussion hatte, eine Zoom-Diskussion hatte, der digitale Euro. Ja, das heißt, wir sehen, unsere Zahlungssysteme sind alle amerikanisch. Visa, Mastercard, PayPal, alles nichts Europäisches. Und man fragt sich, wieso kriegen wir das nicht hin? Wieso schaffen wir eigentlich kein europäisches PayPal? Ja, die Schweizer haben sehr spannend, die kleine Schweiz hat ein Zahlungssystem entwickelt, Twint heißt das. Und damit können die wirklich
PayPal und Google Pay in Schranken halten. Europa kriegt das nicht hin. Ja, wir haben jetzt den digitalen Euro. Ehrlich gesagt halte ich das für den falschen Weg. Das dauert Jahre. Die EZB weiß gar nicht, wann die irgendwann mal kommt. Und bis dahin ist PayPal noch stärker. Ja, das heißt, also hier fehlt es uns wirklich auch an der Bereitschaft, an der Fähigkeit, gemeinsam die Dinge voranzubringen. Und Industrie ist wichtig und richtig, aber die Industrie wird immer digitaler. Das ist das Problem. Das ist halt nicht mehr so viel Handwerk und die Autos sind auch mehr digital als jetzt Schrauben und Ventile oder so. Und deswegen meine ich, dass wir da versuchen müssen, voranzukommen. Und da glaube ich eben, dass das auch eine gemeinsame Aufgabe ist und dass wir eben eine europäische Industriepolitik benötigen. Und da ist ja auch viel passiert. Das war ja lange Zeit wenig. Aber wir haben jetzt diese Batteriezelleninitiative. Jetzt allmählich kommen die Leute auf die Idee, dass wir in Europa eine Chipproduktion brauchen. Das ist irgendwie unvorstellbar, wie wir da zurückliegen. Herr Trump hat im Herbst 2020 dem taiwanesischen Hersteller von Chips, einem der führenden Hersteller, $20 Milliarden gegeben, 20 Milliarden Dollar Subventionen gegeben, und gesagt, bau bei uns bitte so eine Chip-Fertigung. Japan hat das Gleiche gemacht. In Europa, jetzt Herr Breton, ist Gott sei Dank, jetzt kommt das, aber spät. Das heißt, ich glaube, wir müssen wirklich erkennen, dass wir eine gemeinsame Industriepolitik benötigen, wenn wir alle gemeinsam eine Zukunft haben wollen, weil es gibt in China eine Industriepolitik, es gibt in den USA eine Industriepolitik, in Europa kommt das allmählich. Je suis désolée, je dois pour mon travail aller à un dîner, donc je vais vous laisser là, mais vous avez le professeur Bofinger, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, merci infiniment et surtout continuez, ne me regardez pas. Alors nous allons peut-être profiter de la présence du professeur Bofinger pour faire un deuxième tour de questions. Je crois qu'il y a un certain nombre de bras qui se sont levés. Alors, monsieur le fédéraliste européen, qui a, je le dis parce qu'il le porte sur la poitrine. Oui, Daoud Khan, Fédéral Europe. Je voudrais revenir sur la notion de responsabilité, de politique industrielle commune et de politique financière commune. Je pense que dans ces domaines-là, on bute, comme Madame Goulard l'avait dit, sur les limites du système actuel, qui est un système confédéral, en particulier pour la politique financière. Quand vous n'avez pas une responsabilité d'un État devant les marchés financiers, chaque État dans la zone monétaire en question a tendance à s'endetter un petit peu à outrance ou pas sérieusement. Et donc, même le fait de mettre en place des investissements productifs qui seraient financés au niveau européen, à mon avis, ne résoudrait pas ce problème. Donc, il faut qu'on s'attaque au problème de la responsabilité financière à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une organisation politique européenne pour traiter la question de la pérennité de la zone euro qui est toujours en cause, qui ne partira pas. Bah, c'est mon sentiment. Et oui, je voulais vous poser une question technique. Est-ce que vous connaissez le montant approximatif des transferts qui sont dus à l'écart de compétitivité entre les pays créditeurs et les pays débiteurs en Europe, en moyenne? Les transferts financiers qui sont des manques à gagner en termes de budget chez les pays débiteurs et qui sont des surplus dus aux importations, aux exportations notamment, chez les pays créditeurs. Merci. Eins für Deutsch, pour Français. Ich möchte das auf Deutsch machen. Die Materie ist sehr kompliziert. Herr Bofinger, ich bin froh, dass Sie mir sozusagen da Vorbild geleistet haben. Ich möchte gerne einen Kommentar und eine Frage stellen. Der Kommentar geht zu dem Thema Verschuldung. Ich stimme voll und ganz zu. Es gibt keine objektiven wissenschaftlichen Kriterien für die, in Anführungsstrichen, richtige Verschuldung.
Aber wir haben natürlich trotzdem Indikationen und Parameter. Wir haben vor allen Dingen auch eine Erfahrung von Jahrzehnten unterschiedlicher wirtschaftlicher Dynamik. Und es macht einen Unterschied, ob die USA regelmäßig über 3% wächst und Europa mit einigen Schlüsselstaaten kaum über 1% hinauskommt. Insofern muss man etwas vorsichtig sein, Wirtschaftsregionen mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Dynamik zu vergleichen. Zum Zweiten zum Thema Japan. Das, finde ich, kann nicht ganz unkommentiert bleiben. Japan hat ja eine Staatsverschuldung sozusagen gegen sich selber. Das macht schon mal einen sehr großen Unterschied. Und zum Zweiten, Japan ist keine Union. Das heißt also, die Verschuldung der japanischen Zentralbank ist eine japanische Verschuldung, in Anführungsstrichen gegen das japanische Volk. Und das, was auf der Bilanz ist, wird von Kreditanalysten sozusagen abgezogen. Das ist gedanklich eine schöne Welt, die sich manche auch für Europa vorstellen möchten. Könnte man nicht einfach die Staatsanleihen, die die Europäische Zentralbank gekauft hat, auf der Europäischen Zentralbank Bilanz für immer belassen und dann sind sie weg, sozusagen wie Nuklearmüll? Funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht, aber ein wichtiger Grund ist, dass wir eben in Europa keine einheitliche politische Legitimation eines Bundesstaates haben und deswegen können wir über die Verschuldung auf der Bilanz der Zentralbank nicht so umgehen und darüber nachdenken wie in Japan. Das möchte ich doch nochmal deutlich sagen, weil eine Benchmark von 260% ist einfach keine, die für uns einen Nützlichkeitswert hat. Ich würde aber gerne dann eine Frage stellen. Wir diskutieren viel über die Frage, wie kann man die Governance-Systeme innerhalb der Währungsunion so verbessern, dass Regeln, die einmal vereinbart worden sind, auch eingehalten werden. Vielleicht müssen sie reformiert werden. Da gibt es großen Skepsis, ob sie, wenn sie reformiert sind, dann in der Zukunft eingehalten werden. Und das ist alles sehr nachvollziehbar, weil die Mitglieder der Währungsunion sich als Staaten betrachten, die über ihr Budgetrecht souverän verfügen möchten. Das ist nicht aus der Welt zu schaffen, solange wir keinen Bundesstaat haben. Meine Frage wäre, haben wir nicht in den letzten 20 Jahren versäumt, die sozusagen politisch-regulatorische Governance stärker um eine Kapitalmarkt-Governance zu ergänzen? Ich gebe ein einfaches Beispiel. Als die Regierung Salvini 2018 sehr populistisch gegen die Regeln des Paktes vorgegangen ist und eine Krise heraufbeschworen hat, veränderte sich der Renditeabstand der italienischen zu den deutschen Anleihen auf über 300 Basispunkte. Das ist für den Kapitalmarkt eine wichtige Grenze. Was ist passiert? Herr Salvini ruderte zurück, hat die Forderungen zurückgenommen und die Lage hat sich wieder normalisiert. Was ich sagen will, ist, niemand möchte sozusagen diese Art von Krisenmanagement als Normalzustand. Aber es ist auch nicht gut, dass wir einen Normalzustand haben, in dem der Kapitalmarkt eine Annahme trifft, die letztlich nicht korrekt ist. Im Kern ist die Annahme des Kapitalmarktes heute, dass es so etwas wie eine gemeinsame Verantwortung der Mitgliedsländer für die jeweilige Verschuldung der anderen Mitgliedsländer gibt. Das kann man vielleicht als faktisch heute so betrachten. Es ist aber für den Fall einer Krisensituation eine sehr gefährliche Annahme. Und ich glaube, dass wir uns politisch klarer darüber werden müssen, wie wir mit dieser Asymmetrie zwischen einer Kapitalmarktwahrnehmung und einer politischen Realität künftig umgehen wollen. Oui, deux suggestions. Et pour éradiquer le vaccin contre le Covid, est-ce qu'il ne faudrait pas un vaccin annuel ou pérenne? Par ailleurs, pour développer les activités, est-ce qu'en temps de pandémie, on ne peut pas prévoir une hypothèse basse de chiffre d'affaires de 30% après impôt? Voilà. Oui, merci.
J'aurais aimé que vous précisiez un peu quel est, selon vous, l'état des relations franco-allemandes sur le plan économique. On a vu les écarts en matière de commerce extérieur qui sont importants. En matière d'endettement, c'est énorme. Concernant le PIB, l'écart est très important, si bien que la France n'est plus du tout le premier partenaire économique et commercial de l'Allemagne. Donc, comment voyez-vous les relations économiques franco-allemandes? Est-ce qu'elles sont en train de se détériorer de façon notable? Et ma deuxième question, un peu liée à l'actualité aussi, quel regard portez-vous sur la politique économique du nouveau gouvernement allemand, du gouvernement Scholz? Y a-t-il continuité ou changement par rapport au gouvernement Merkel? Voilà, alors 2 types de questions, les uns plus européens et les autres comparatifs et plus nationaux. Ja, ich kann ja mal mit der letzten Frage beginnen. Die neue deutsche Regierung, ist das jetzt was anderes als die Regierung davor? Es ist auf jeden Fall ein Geist der Erneuerung da, ein Geist, dynamisch die Dinge voranzubringen. Und ob das sich dann materialisiert, ob das tatsächlich umgesetzt wird, das ist offen, weil natürlich, wir sind wieder bei den Finanzen, in Deutschland wir ja diese strenge Schuldenbremse haben, die ab nächstem Jahr wieder gelten soll. Von daher kann der Bund nur sehr begrenzt Schulden machen. Die Koalition hat jetzt auch mit der FDP eine Regel getroffen, dass man in diesem Jahr und im letzten Jahr mehr Schulden aufgenommen hat, als man benötigt. Das geht in einen Fonds. Und mit diesem Fonds will man dann 23, 24 Zukunftsinvestitionen finanzieren. Aber diese Konstruktion ist rechtlich sehr fragwürdig. Und also ich bin da eher skeptisch. Und also von daher diese Aufbruchsstimmung und diese Dynamik, die hängt natürlich von den finanziellen Spielräumen ab. Und deswegen, sind das hier auch sehr unterschiedliche Partner mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und ich würde sagen, es ist ein Potenzial da, dass wirklich diese Dynamik kommt, aber es ist auch die Gefahr, dass wir Merkel 2.0 bekommen. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Also man muss es sehen, ob dieser Geist, der jetzt da ist, ob der kraftvoll ist, dass er auch die unterschiedlichen Positionen überwindet und dass man jetzt nicht nur Kompromisse findet, sondern auch wirklich dynamische Lösungen. Man muss es sehen, der Koalitionsvertrag ist relativ unpräzise. Da steht viel drin, was man will und was man wünscht, aber es stehen eigentlich keine Zahlen zum Beispiel drin, dass man jetzt sagt, für Energiepolitik geben wir das aus, für Klima geben wir das aus. Also von daher, es ist ein guter Geist da, aber ob der gute Geist jetzt dann in den nächsten 4 Jahren sich materialisiert, das muss man sehen. Mindestens die Fragen der Verschuldung, das ist ja etwas, was jetzt alle 3 Fragen davor doch ziemlich geprägt hat. Und ich glaube, da ist es zunächst mal wichtig, dass man sich fragt, was machen eigentlich andere Länder? Ja, also man sagt, wie kommen andere Länder, andere große Volkswirtschaften, wie kommen die jetzt durch diese schwierigen Zeiten? Und da muss man eben sehen, sowohl die USA als auch China haben ein Modell, wo das Wachstum enorm über Schulden finanziert wird, wo auch die Innovation über Schulden finanziert wird. China hat unglaubliche Defizite. Wenn man die Verschuldung der Provinzen mit einrechnet, hatte China in den vergangenen Jahren jedes Jahr ein Defizit von 10%. Ja, nicht 3, sondern 10. Und damit kann man natürlich auch sehr viel finanzieren und kann die ganze technologische Entwicklung in China ist durch unglaubliche Staatsinterventionen, durch unglaubliche staatliche Subventionen finanziert worden. Und in den USA, jetzt Herr Biden hat jetzt ja auch ein großes Programm vor und das macht er eben auch mit einer hohen Verschuldung. Und wenn wir jetzt in Europa sagen, naja, wir wollen jetzt lieber gucken, dass wir alle auf 60% wieder runterkommen, und möglichst unser Hauptziel ist die Konsolidierung dieser hohen Schulden, ich würde sagen, dann haben wir einfach ein Problem. Also egal, was man da jetzt politisch oder juristisch dazu sagt, aber ökonomisch kann man sagen, Länder, wenn man jetzt mit gegenüber USA und China bestehen will, dann wird man eben auch irgendwie eine gewisse Verschuldung brauchen. Und deswegen meine ich, natürlich muss man jetzt versuchen, dass man das Geld nicht zum Fenster rauswirft. Und deswegen finde ich ja diesen Ansatz, dieses Next Generation EU gar nicht schlecht,
dass man sagt, es wird gemeinsam Geld aufgenommen, aber die Staaten müssen zeigen, dass sie dieses Geld gut verwenden. Das halte ich also für einen besseren Ansatz, als dass man sagt, jedes Land kann so viel Schulden machen, wie es will. Ja, ich denke, das ist gefährlich, keine Frage. Griechenland ist da schon ein Beispiel dafür, wenn eben die Kontrollen nicht funktionieren, dass dann keine guten Lösungen kommen. Deswegen finde ich diesen Gemeinschaftsansatz, dass man definiert, was sind Investitionen, die für Europa insgesamt wichtig sind, eben im Bereich Energie, Klima, Digitalisierung, technologische Führung, dass man das definiert und dann auch gemeinsam das Geld aufnimmt. Das ist für mich der zentrale Ansatz. Und ich habe das jetzt nicht im Einzelnen verfolgt, aber es scheint ja zu funktionieren, dass die Staaten sich auch wirklich bemühen, dann vernünftige Programme zu machen, weil das eben von oben dann auch kontrolliert wird. Und das wäre für mich die bessere Lösung, eben als zu sagen, wir öffnen alle Schleusen und jeder kann so viel Schulden machen, wie er will. Das Transfer. Also diese Transfers zwischen Überschüssen und Defiziten, das habe ich nicht so ganz verstanden, die Frage, wie die gemeint war. Also Die Überschuss von Exportenländer in glaubige Länder. Na gut, ich meine, diese Überschüsse und Defizite, also Überschüsse und Defizite in der Leistungsbilanz sind ja grundsätzlich nicht unbedingt ein Problem. Ja, das kann Aber ja, es gibt finanziell Transfer von débiteurs depuis les pays débiteurs vers les pays créditeurs. durch das Bankensystem. Durch das Bankensystem. Und das impacte le budget des pays Nö, à travers les impôts. Also wenn jetzt Deutschland einen Überschuss hat und Frankreich ein Defizit, Genau. dann wird das ja finanziert vom Bankensystem. Das läuft allein. Also es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland jetzt, dass der deutsche Staat jetzt Geld in die Hand nimmt und das jetzt dem französischen Staat gibt, um die Defizite zu bezahlen, sondern das geht voll und ganz für das Bankensystem. Ja, aber es gibt. Bisher geht das gut. Dann das trifft die Volkswirtschaft durch Tax. Ja, muss nicht sein. Also ich meine, wenn das Finanzsystem das finanziert, ist das okay. Und wird ja nicht, also die Leistungsbilanzdefizite und Überschüsse sind ja privat, das sind ja Unternehmen in Deutschland, die verkaufen jetzt an französische Konsumenten bestimmte Güter. Ja, und zunächst mal ist ein Defizit gar nicht so schlecht, weil man bekommt ja die Güter. Die Finanzierung läuft ganz über das Bankensystem. Ja, aber die deutsche Firma hat einen Überschuss und dann zahlen sie Tax. Ja, das müssen das versteuern dann, aber das ist ja auch gut. Also, und deshalb gibt es allmählich ein Déséquilibre entre les pays créditeurs et les pays débiteurs. Aber dieses Ungleichgewicht ist jetzt wirklich in der Tat so ein bisschen Deutschland-Frankreich-Problem. Nicht, weil im Euroraum an sich ist das ziemlich raus. Das war ein Riesenproblem. Ja, aber unser Überschuss geht vielleicht zu einem Drittel gegenüber Frankreich und der Rest ist außerhalb Euroraum, USA und Großbritannien. Ja, deutsch-französische Beziehungen, also wenn ich die Zahlen im Kopf habe, gibt es, glaube ich, keine Probleme jetzt beim Außenhandel zwischen Deutschland und Frankreich, dass jetzt irgendwie dass der irgendwie einen Negativtrend hat oder dass da irgendwie jetzt ungünstige Entwicklungen gibt. Aber das müsste ich eben wirklich auch noch genauer angucken. Okay, soweit, so gut. Merci beaucoup. Je crois que grâce aux questions, aux réponses et aux interventions liminaires de Sylvie Goulard et de Peter Bofinger, nous avons maintenant une vision beaucoup plus claire des questions économiques qui se posent après la crise de la pandémie. Ce que la pandémie nous a laissé finalement au terme financier sont essentiellement des dettes. C'est là qu'est le gros problème. La question de l'inflation, on l'a dit, elle est probablement temporaire, elle est liée au redémarrage de l'économie, mais ça n'est pas une question à proprement parler centrale. Pour le reste, il existe déjà des mécanismes de transfert qui permettent de répondre
à peu près au déséquilibre qui existe entre nos États. Bien entendu, il est nécessaire de maintenir une responsabilité des États pour que progressivement le rapprochement entre les économies s'opère, mais finalement, la dette sera un bon moyen pour contrôler un peu plus la manière dont les États vont mener leur politique, et on en voit les conséquences évidemment en matière économique, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, et les questions toutes récentes, la manière dont la Commission européenne exerce une pression plus forte encore par le biais financier sur la Pologne à propos de la question de l'état de droit, montre que finalement cette crise, une fois de plus, aura été un outil vers une cohésion toujours plus grande de l'Union européenne, dont les fédéralismes parmi nous peut-être se réjouiront. Mais cette question de l'état de droit, sans doute, fera l'objet, je crois, d'une prochaine conférence d'ici un mois ou deux, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le voyage jusqu'à Paris dans ces conditions, là encore, de réouverture. Et merci beaucoup d'être venu avec Sylvie Goulard et bien nous donner ce double regard qui est toujours un enrichissement. Et merci à Christian Duyssen, une fois de plus, de nous avoir réunis et d'avoir permis cet échange. Très bonne soirée à tous.